Bonjour à tous, donc Christian Abadi, moi je suis donc un simple agriculteur, alors je me sens un peu petit face à ce sujet qui est très important, le climat, mais bon, on essaye d'apporter tous ce que l'on peut, ce que l'on sait faire. Alors, moi je suis sur une ferme d'une centaine d'hectares, tout près d'ici, à une vingtaine de kilomètres, associé à mon frère, et sur un système de polyculture, élevage, donc vaches laitières, engraissement, et les cultures, c'est maïs, soja, triticale, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus répandu, disons, dans la région. Voilà, donc nous sommes deux associés, donc avec mon frère. Les sols, ce sont des boulbènes peu profondes, et le semi-direct date d'une quinzaine d'années. Voilà, alors pour faire je vais faire un tout petit historique en quelques minutes pour que vous compreniez bien la démarche et pourquoi on en est arrivé, disons, à ce que l'on fait aujourd'hui. Voilà. Moi, je me suis installé il y a une trentaine d'années, en 83 exactement, sur une ferme qui était, ferme familiale, qui était à 3% de matière organique. Pendant une petite vingtaine d'années, j'ai pratiqué le labour et progressivement, j'ai vu les taux de matière organique se casser la figure pour passer donc en 18 ans exactement de 3 à 1,5%. Ce qui veut dire que les pratiques toujours utilisées aujourd'hui, c'est-à-dire avec le travail du sol, font perdre de la matière organique, donc du carbone. Aubin, d'ailleurs, en travaillant un peu le dossier carbone, a pu mettre en évidence que tant que je labourais, je perdais 600 kg de carbone à l'hectare. Voilà, alors multiplié par les X milliers ou millions d'hectares qu'il y a en France, bon, imaginez un peu l'incidence que cela peut avoir. En 2001, là, j'ai pris conscience qu'il fallait quand même peut-être stopper cette hémorragie, et j'ai eu la chance de rencontrer quelques spécialistes français, mais étrangers également, qui m'ont bien fait comprendre qu'il fallait tout simplement copier le système naturel, c'est-à-dire le système naturel, c'est la prairie, c'est la forêt, c'est-à-dire c'est un système où le sol n'est pas touché du tout, c'est la biodiversité, les racines, les vers de terre, tout ce qui est dans le sol qui font le travail à notre place. Et surtout, bien sûr, le couvrir. Alors, en 2001, on est passé du labour au semi-direct carrément, c'est-à-dire que depuis 15 ans, le sol n'est plus du tout touché et couvert en permanence. Alors, c'est vrai qu'au début, ça a été les premières années un peu difficiles parce que le problème, c'est qu'à l'époque, nous n'avions aucun accompagnement sur le terrain. Et il fallait tout faire de nous-mêmes, les moindres erreurs faites, parce qu'il y en a eu, il fallait les analyser pour éviter qu'elles se reproduisent. Et progressivement, après en 2005, on a trouvé un organisme qui nous a accompagnés. Ensuite, il y a eu différentes étapes. 2010, la rencontre avec Konrad Schreider aussi, qui nous a permis de travailler l'autonomie en protéines. Ça aussi, c'est quelque chose d'hyper intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on peut passer d'un système où on est vraiment dépendant des Américains, notamment pour le soja, pour la protéine, à un système où on peut se la produire, ou du moins un maximum. Bon, ça, c'est des choses hyper intéressantes. Et le constat, c'est que maintenant, en 15 ans, on a repris la matière organique qu'on avait perdue, c'est-à-dire on a les sols qui sont remontés à entre 3 et 4%. Et les bilans carbone se sont drôlement améliorés, puisqu'en gros, maintenant, on est à plus 1,5 tonne à l'hectare et par an. Donc on est passé d'une période où on était négatif de 600 kg à une période où maintenant on est positif. Voilà. Je vais passer à la... Voilà. Alors, cette agriculture-là, elle vise à protéger le sol en priorité, mais également l'eau et l'air. Bon, l'eau, on le voit avec ces éprouvettes. Bon, là, c'est il y a 2 ans, lors d'une journée là, sur l'agroécologie, là, sur ma ferme, là, on a fait, avec la collaboration d'AgroDoc, là, on a fait, disons,
deux profils, un chez moi à droite et chez le voisin à gauche. Et on a, c'est un test tout simple, on trempe une motte de terre donc qui repose sur une grille à 20 cm de la surface. Et on voit très bien qu'un système laboure, la motte se désagrège de suite, on voit la couleur de l'eau, mais c'est la couleur que vous voyez dans les rivières. On a vu la photo tout à l'heure d'une rivière d'eau après un orage. À droite, mais on n'a pas du tout la même réaction. La terre se tient beaucoup mieux et quand on a des gros orages, déjà l'eau ruisselle beaucoup moins en surface puisqu'elle pénètre davantage. Déjà le sol est couvert, donc il est protégé et il est protégé face aux intempéries, que ce soit l'eau mais également le soleil. Et de plus, l'eau pénètre davantage parce qu'on a une activité biologique des vers de terre qui font le travail que l'on faisait autrefois avec la charrue, mais qui le font beaucoup mieux, puisqu'eux, ils travaillent sans carburant, donc sans émettre du CO2. Et pour ça, bien sûr, il faut leur porter, leur amener à manger, donc il faut nourrir cette vie du sol. C'est bien pour ça qu'il faut produire un maximum de végétaux et toute l'année. Je vais passer à la suivante. Et voilà. Alors là, c'est un exemple. Par exemple, après une culture de céréales où habituellement les sols restent nus tout l'été, voire des fois tout l'hiver, si c'est pour faire une culture de printemps. Là, dans la foulée, on implante un couvert végétal alors là, de préférence, voilà, moi je fais avec des couverts végétaux l'été qui avec des espèces gélives, donc qui n'ont pas besoin de destruction chimique. Donc un simple roulage ou le simple passage du semoir ensuite l'automne permet de ressemer un deuxième couvert. Voilà le semis du deuxième couvert. Le premier donc est écrasé par le semoir, voire un rouleau. Et là, ce deuxième couvert, celui-là, donc bien sûr, il reste au sol, mais il sert à nourrir le sol, il amène du carbone au sol. Le second, là, qui est mis en place, alors là, comme j'ai de l'élevage, celui-là, donc, il permet c'est ce qu'on appelle un métail d'ailleurs, avec des plantes qui nous amènent de la protéine, notamment des légumineuses, style féverole, pois. Il y a également un peu de céréales qui sont mis avec. Et ce métail-là, lui, il est récolté. Il est récolté donc pour les animaux et donc il est récolté début mai. Voilà, bon, ça c'est le couvert donc pendant l'automne. Voilà, là c'est le moment de la fauche, donc début mai. Donc ce couvert-là, ce métail donc, est récolté pour les animaux, donc il nous permet de réduire la facture d'achat de protéines, notamment de ce fameux tourteau de soja. Ensuite, voilà, donc bien sûr, il est récolté. Bon, là, c'est dans le cas où il n'est pas récolté, parce qu'on n'a pas besoin de toute la surface. Là, on sème directement maïs ou soja dans ces fameux couverts. Donc là, c'est un deuxième couvert qui reste au sol. Donc là, c'est vrai qu'on essaye de... Voilà, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut se dire, c'est que cette agriculture-là, cette agroécologie, notamment ces couverts, par les agriculteurs, par la profession, sont souvent mal vus et sont pris pour une contrainte. Parce que bon, ils ne connaissent pas vraiment le sujet, alors que ce n'est pas du tout une contrainte, c'est au contraire un atout formidable, parce que ça nous fertilise le sol, ça nous protège le sol, ça nous le fertilise. Il y a de la biodiversité dans des parcelles comme ça, au printemps, on y voit un peu de tout. On y voit du lièvre, du faisan, des perdreaux, des cailles. Bon, alors que sur un champ labouré, vous comprendrez bien qu'on n'y voit pas tous ces animaux. Voilà. Bon, ensuite, voilà. Alors ça c'est du maïs qui a été semé sur un couvert, sur un métail récolté pour les animaux. C'est-à-dire qu'une partie du maïs vient en deuxième culture. Bon, on verra tout à l'heure, Aubin vous parlera la plus en détail des bilans carbone sur ces itinéraires-là.
Voilà, bon après, depuis 3 ans, ce que je teste, mais bon, grandeur nature maintenant, puisqu'on a le semoir pour, c'est on a réduit également les écartements de semis, qui habituellement sont à 75 voire 80, là on est passé à 37,5 pour le maïs, ce qui nous permet en gros de produire 15 à 20% de plus de biomasse et de rendement au final. Et donc ça veut dire que plus de biomasse, mais plus de carbone séquestré. Voilà. Bon, alors là, là on voit ça résume un peu l'ancien itinéraire, le système labour en 2000, enfin jusqu'en 2000, c'est-à-dire que les couvertures végétales, c'est-à-dire que les cultures couvraient 41% du temps. Un maïs, bon, c'est en gros 5 mois de l'année et c'est assez rapide et après il n'y a plus rien. Voilà. Et alors que c'est vraiment dommage, ça a été dit tout à l'heure justement, c'est vraiment dommage de ne pas profiter de cette énergie, de ce soleil, de cette photosynthèse pour produire justement de la biomasse. Et cette biomasse, alors on en sort bien sûr une partie pour nourrir les animaux, pour nourrir l'homme, mais également pour être stocké au sol, que sont les résidus de récolte, pour nourrir le sol, ça c'est hyper important, nourrir le sol, ensuite, et ce qui permet bien sûr de séquestrer un maximum de carbone. Ici, vous m'entendez ? Oui. Ici, je vais juste vous faire voir un petit graphique. Certains ont sûrement entendu parler de l'augmentation de 4 pour 1000 du stock de carbone dans les sols agricoles. Donc ça a été dit au début de l'année. Ici, vous avez 3 courbes. En rouge, vous avez si Christian avait continué le labour depuis 2000. Donc vous avez un déstockage du stock de carbone et donc du pourcentage de matière organique dans le sol sur 30 ans. En jaune-orange, vous avez, si vous respectez l'augmentation de 4 pour 1000, le stock de carbone dans le sol. Et en vert, vous avez ce que fait Christian, avec la couverture végétale que vous avez au-dessus, la rotation culturale, avec les pratiques qui vont avec. Vous avez le potentiel que Christian a mis en place d'un stock de carbone qui augmente encore plus que 4 pour 1000 et qui fait passer le taux de matière organique de 1,5% à quasiment 2,7% si on se projette sur 30 ans. Donc en prenant bien en compte la couverture végétale et les pratiques qu'il met en place. Alors là, je vais juste commenter très rapidement, parce que forcément, on n'a pas assez de temps pour tout dire. Avec le petit protocole que je vous ai présenté, nous avons fait un petit document qui reprend en gros toutes les mesures faites sur la ferme. Et ici, je vais juste vous commenter deux, trois chiffres. Le premier, c'est le bilan énergie. Bilan énergie, ça montre tout simplement comment la ferme produit. Ici, vous avez un bilan énergie qui est de 10, c'est-à-dire que la ferme produit 10 fois plus d'énergie que ce qu'elle consomme, grâce au changement des pratiques et au rendement, notamment, qui ont souvent tendance à augmenter, notamment sur toute l'année. Ensuite, le second, c'est juste par rapport à la mise en place des panneaux photovoltaïques. Le dernier qui est très intéressant, Christian, avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait des protéines à l'extérieur, donc il était importateur de protéines. Aujourd'hui, en ayant changé sa rotation culturelle et en mettant des cultures intermédiaires qui valorisent en élevage pendant l'interculture, il est à 98% autonome au niveau de son alimentation. Ensuite, deux, trois derniers petits chiffres à droite, c'est depuis que Christian a changé sa rotation culturelle sur le maïs, c'est-à-dire qu'il ne fait plus rien et un maïs, il fait un couvert estival, un métail et un maïs. Les postes de consommation ont eu tendance à diminuer, les entrées, le chiffre d'affaires a eu tendance à augmenter, et au final, la balance est bien supérieure à ce qu'il avait quand il était en monoculture de maïs. Et à la fin, c'est juste un prorata entre le pourcentage des DPU sur le produit total de la ferme qui montre que les entrées d'argent sont représentées seulement à 12% par les DPU. Et là, je pense que Christian, tu peux expliquer un peu les essais que tu mets en place. Oui, alors là, le problème un peu de cette technique, c'est que maintenant, la recherche commence à s'y mettre, mais malheureusement, jusque-là, on n'avait pas grand-chose pour nous aider.
Et alors bien sûr, il a fallu en permanence, tous les ans, depuis 15 ans, mettre des essais en place, des essais de tout type. Bon, c'était surtout essais variétaux, parce que ça c'est hyper important. On s'aperçoit qu'il y a des écarts de rendement énormes d'une variété à l'autre quand on est en semi-direct. Et bon, alors maintenant, c'est vrai que avec l'aide d'Agrodoc, là, on travaille sur maïs et soja, des essais de variétés, des essais de bioproduits, des essais, bien sûr, d'écartement, vitesse de semis, parce qu'on est en train d'adapter des semoirs, puis ensuite, des mélanges de population. Alors là, là j'ai, disons, la chance de côtoyer Lucien Segui, qui est on peut dire le spécialiste mondial de ce domaine, puisque c'est lui qui a mis en place ces techniques-là au Brésil il y a déjà une bonne quarantaine d'années. Et voilà, il m'a apporté, il m'amène des espèces qui sont plus ou moins inconnues en France, qu'on est en train de tester pour avoir des plantes qui peuvent d'une part couvrir le sol, empêcher les adventices de passer, mais produire un maximum de biomasse. Par exemple, la photo à droite, complètement en bas, c'est au milieu, là il y a du tournesol population, on voit quelques fleurs, mais au milieu, il y a un tournesol géant qui, une fois fleuri, fera entre 3 et 4 mètres de haut. Alors bien sûr, c'est pas pour produire de la graine, pour faire de l'huile, parce que vu cette taille, il aura peut-être quelques soucis de tenue à l'averse, mais c'est surtout en interculture pour produire des quantités astronomiques de biomasse, dont séquestrer un maximum de carbone, qui retournera bien sûr après de ce fait au sol. Voilà. Et alors après, voilà, les 4 hectares, voilà, là c'est un projet d'agroforesterie, parce que ayant de l'élevage en plus, on est consommateur de paille, et on n'en a pas assez sur la ferme, donc on achète de la paille. Et pour moi, c'est vrai que l'agroforesterie, on veut justement planter des arbres têtards qu'on appelle, ou des trognes, pour produire justement de la biomasse qui pourra remplacer une partie de la paille pour la litière, et ensuite cette biomasse-là reviendra sur les parcelles, ce qui fait que le carbone séquestré sur une partie de la propriété, de la ferme, après sera répandu avec le fumier en rotation sur l'ensemble de la propriété. Merci de votre attention.